Bonjour à tous, on va attendre une petite minute les derniers arrivants. On démarre dans une minute. Pour ceux qui sont déjà là, si vous pouviez confirmer dans le chat que vous nous entendez bien. Parfait, merci beaucoup. Fantastique. Merci. Merci à tous. Bonjour, bonjour d'être parmi nous aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir d'être avec Judith et Anne-Laure de Pernod Ricard, qui sont respectivement Anne-Laure Talent and Development Manager et Judith responsable communication RH. Et on a le plaisir de parler ensemble de ce sujet de l'engagement des collaborateurs. Comment imaginer et construire un parcours pro qui ressemble à vos collaborateurs. Donc moi, je travaille chez Chance. Et un petit mot sur Chance avant de démarrer. La question qui nous réunit tous aujourd'hui, c'est cette question du sens dans la vie professionnelle. On a 90 000 heures de vie, de travail, de temps de travail dans notre vie. Comment faire pour que ce temps de travail ait un sens qui nous corresponde à chacun avec toutes nos singularités? Donc nous, cette question-là, elle nous anime évidemment au quotidien. Et on a justement créé cette communauté. Chance, c'est d'abord une communauté d'organisations et d'individus qui sont engagés sur cette vision, cette ambition d'égalité des chances. Au cœur de cette communauté, c'est un parcours, on a un parcours de coaching, un bilan de compétences qui est 100% digital, qui dure 3 mois, qui alterne de l'auto-coaching et des vidéos de séances de coaching avec un coach personnalisé. Et au bout de ces 3 mois, on réfléchit sur nos aspirations profondes, on dépasse nos croyances limitantes et on fait en sorte de construire un projet qui nous ressemble. Et notre méthode est unique puisqu'elle s'appuie sur la réflexion sur un travail qui n'est pas juste un métier et qui comprend 4 piliers. Le métier, quelles sont nos tâches au quotidien, notre environnement, quelle culture d'entreprise, nos impératifs, les horaires qui sont importants pour nous de respecter ou des contraintes comme le salaire en l'occurrence. Et quatrièmement, la finalité. Les missions vont-elles dans le sens qui me porte? Vont-elles respecter ce à quoi j'aspire, ce qui me motive? Et donc ces 4 piliers forment la méthode Chance et permettent à chacun, quel que soit son parcours, quel que soit son passé, de trouver la voie qui lui ressemble. Donc ce petit résumé d'introduction a pour but de vous expliquer le contexte de l'expérimentation dont on va parler aujourd'hui avec Judith et Anne-Laure de Pernod Ricard, qui ont choisi pour un petit nombre, une petite dizaine de collaborateurs, de permettre à ces collaborateurs, collaboratrices, de faire le parcours Chance le printemps dernier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, on voudrait, pour préciser ce contexte d'expérimentation, avoir un peu plus de détails sur le type de profil de collaborateurs qui ont fait le parcours Chance ce printemps. Alors, cette promotion qu'on a rassemblée au printemps, elle est assez diversifiée. En fait, on a des gens qui viennent de 3 filiales différentes. On a énormément de fonctions différentes qui sont représentées. On a des gens qui viennent du juridique, des ressources humaines, du marketing, de la finance, de la fiscalité. Et on a aussi une grande diversité en termes de niveau de seniorité et d'âge. En fait, on a des gens qui sont autour de la trentaine, pour lesquels c'est le premier ou le deuxième poste chez Pernod Ricard. Et on a des personnes beaucoup plus expérimentées, à des niveaux plus élevés dans l'organisation et plus matures aussi. Donc, c'est une cohorte diversifiée en termes de... Pas tellement de genre, en fait. On a, sur les 8 personnes qui sont activement engagées dans le programme, on a 2 hommes et 8 femmes. Donc, la première cohorte a été un peu plus féminine, mais avec, comme je le disais, 3 filiales, différentes fonctions et différents niveaux d'âge et de seniorité. En fait, elles ont en commun, ces personnes, de se poser des questions sur leur avenir professionnel, mais leur background est assez différent. Exactement. Et c'est le principe du parcours, c'est d'avoir vraiment une grande inclusivité dans la méthode
qui est également aussi pertinente pour des cadres, des non-cadres et tout type d'expérience et de seniorité. Et donc, quelle était la conviction et d'où est venue cette idée de faire ce partenariat? Alors, c'est parti d'une conviction profonde qui est qu'on n'est pas obligé de faire le même métier toute sa vie, qu'on peut être extrêmement attaché à son entreprise, s'y sentir bien, projeter de continuer à y évoluer et pour autant se poser des questions sur où est-ce que je veux porter mes pas demain. Et on sait que les carrières, elles ne sont pas linéaires, qu'il y a plein de choses au niveau de la vie qui font qu'on peut, les aspirations peuvent changer, le contexte personnel peut changer, etc. Les besoins peuvent changer. Donc, on a vraiment eu envie de s'inscrire aux côtés de nos collaborateurs pour déjà accueillir ces questionnements, dire qu'ils sont les bienvenus, qu'ils sont assez naturels et finalement fournir à nos collaborateurs les moyens d'articuler eux-mêmes la façon dont ils souhaitent orienter leur parcours au sein de Pernod Ricard. Et ça s'inscrit aussi dans un contexte où Pernod Ricard, c'est un grand groupe, donc il y a une énorme diversité de lieux, de marques, de fonctions. Ça va des métiers de la vigne, de fabrication, à des métiers de marketing, de juristes, de fiscalistes. Enfin, il y a une palette de métiers très, très différentes. Le groupe se façonne et reconfigure quasi en temps réel dans la mesure où il y a des nouvelles business units qui s'ouvrent, il y a des nouveaux métiers qui se créent, etc. Donc, il y a un terrain de jeu qui est assez ouvert. À côté de ça, il y a des collaborateurs dont les aspirations peuvent changer. Et notre envie, c'était vraiment de permettre à des collaborateurs de faire le point sur ce qui les motiverait durablement au sein du groupe et puis de faire rencontrer leurs aspirations avec le terrain de jeu que constitue Pernod Ricard pour créer de belles choses à la rencontre des deux. Donc voilà, c'est vraiment comment rendre les gens acteurs de leur parcours. Et ça passe par se connaître et savoir où est-ce qu'on veut aller. Et justement, quand vous avez fait cette expérimentation, est-ce que vous avez rencontré des résistances en interne ou vous avez eu des doutes, les unes et les autres, sur la mise en place de ce genre de programme? Oui, des questionnements, des doutes. On en a encore quelques-uns d'ailleurs qu'on pourra partager. Alors, il y en a au niveau de la communauté RH elle-même et puis il y en avait au niveau des participants qui ont rejoint la cohorte. Si je commence peut-être par les questionnements par lesquels on a pu passer, nous, RH, ou les questions auxquelles on a dû répondre, il y avait, est-ce que c'est vraiment à l'entreprise de proposer ce genre de dispositif? Est-ce que ce n'est pas une démarche individuelle du collaborateur? Il y avait aussi beaucoup de questionnements sur est-ce que ça va générer une fuite des talents, en fait? Est-ce qu'on ne prend pas un risque en tant qu'employeur en offrant à des collaborateurs qui ont du potentiel et qui performent au sein de l'entreprise un temps pour réfléchir à leurs aspirations et est-ce que ça ne va pas leur donner finalement est-ce que de leurs réflexions ne vont pas émerger des pistes à l'extérieur? Donc, il y avait cette dimension-là de est-ce qu'on prend un risque? Et la réponse collective qu'on a choisi de donner, c'est évidemment, il n'est pas exclu qu'un collaborateur réalise au terme de son parcours qu'il a des aspirations auxquelles Pernod Ricard ne peut pas répondre. Mais si c'est ça, c'est probablement des choses qui étaient déjà en lui et ça vient finalement qu'accélérer une prise de conscience qui est bénéfique à la fois pour le collaborateur lui-même, parce qu'on n'est pas, et pour l'entreprise en elle-même, parce qu'un collaborateur engagé, c'est un collaborateur qui est performant, qui est une force motrice au sein de l'organisation. Donc, voilà, donc si jamais la graine était déjà là, c'est finalement une façon d'accélérer des prises de conscience au bénéfice, on trouve à la fois du collaborateur et de l'entreprise. Et pour tous ceux, les autres, c'est souvent l'occasion d'aller réouvrir des options et de se réengager, en fait, ou de continuer à être engagé au sein de l'entreprise. Donc, en fait, on voit beaucoup plus d'avantages que de risques, finalement, à cette démarche-là. Et puis, côté collaborateur, il y a pu avoir des craintes sur OK, est-ce qu'il y a une intention cachée de la part de l'entreprise? Est-ce qu'on me propose ce parcours parce que quelque part, on aimerait que j'ouvre des options à l'extérieur? Ou bien est-ce que c'est un véritable investissement de l'entreprise pour me permettre de co-créer avec elle mon parcours demain? Il y a eu aussi des interrogations sur « Oh là, je m'engage dans quelque chose dont je sens qu'il peut être potentiellement transformant avec toute l'excitation que ça génère. » Et en même temps, les doutes avec lesquels ça peut venir, est-ce que je vais réaliser au terme de mon parcours que finalement, mon aspiration est d'élever des chefs dans le Larzac? Donc, on a eu des participants qui nous ont dit « J'ai peur de m'engager dans un truc qui va m'amener loin. » c'est à peu près ça. Et ça a été aussi des choses c'était des craintes des collaborateurs qui n'étaient pas forcément présentes au départ parce qu'on leur a présenté le dispositif comme un dispositif pour co-construire avec eux leur prochaine page professionnelle.
mais parce qu'il y a une communication extérieure de chance avec des témoignages de reconversion, des choses comme ça. C'est vrai qu'en rejoignant le programme, ils ont rejoint aussi une communauté avec des témoignages parfois de gens en rupture avec leur entreprise, en perte de sens ou de reconversion radicale. Et ça les a fait douter à un petit moment sur finalement quelle était l'intention de notre part et qu'est-ce que ça allait générer pour eux. Mais ça a donné lieu à des conversations qui sont extrêmement intéressantes et c'est des doutes qu'il faut accueillir et donc qui en soi ne sont ni mal ni bien, c'est la vie qui circule. Oui, c'est une belle phrase, c'est la vie qui circule. Et justement, dans les témoignages, nous, on a quotidiennement des témoignages de profils très, très, très différents qui, justement, apprécient à la fois la réflexion, l'introspection, mais également d'intégrer une communauté solidaire. Et un des témoignages que j'invite nos auditeurs, comme si on était en podcast, moi je dis nos auditeurs, à écouter, c'est un témoignage des participantes du programme Boulanger, qui est aussi très intéressant, qui montre justement les doutes du départ dont vous parlez, qui parfois sont des doutes tout à fait légitimes, hein, c'est la vie qui circule, ils se posent des questions et finalement sortent grandis, de mieux se connaître et d'aspirer à une vie professionnelle plus construite et plus claire. Sur cette question de lancement du programme, donc si on vient au début, à la genèse de ce démarrage de programme, vous aviez à la fois donc une intention de faire bénéficier à des collaborateurs une réflexion personnelle sur leur vie professionnelle. Et vous avez également une réflexion par rapport à la culture d'entreprise et en quoi ça correspondait à la culture d'entreprise de Pernod. Pouvez-vous nous donner un petit peu plus d'éléments sur justement en quoi cette démarche du partenariat avec Chance entre dans la culture d'entreprise, dans la logique de la culture d'entreprise Pernod? Je vais répondre, Anne-Laure, si ça te va. En fait, Pernod Ricard, vous connaissez peut-être ou peut-être pas d'ailleurs. Mais en tout cas, notre baseline qui est à la fois le moyen de promouvoir nos produits, mais aussi notre comportement en tant que collaborateur et en tant qu'employeur, c'est créateur de convivialité. Donc, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on expérimente dans l'entreprise et qui, du coup, va dériver finalement nos comportements, nos processus, notre façon de manager, par exemple, le style de leadership, mais aussi nos façons d'interagir au quotidien et donc, pour le collaborateur, de parler autour de lui de ses souhaits, de ses aspirations. Donc, on a déjà quand même un climat, on va dire, qui est par nature ouvert à la conversation. Une culture aussi d'ailleurs assez orale, initiale, qui nous vient de nos commerciaux et de leur façon de travailler. Donc, il y a déjà beaucoup d'espace pour la parole. On a une culture RH qui est très concentrée sur la capacité à donner du feedback et à en demander. Donc, peut-être c'est pour nous important de signaler ce point de départ qui est on est dans une entreprise où parler est valorisé. Et donc, plus on parle, plus les choses sont possibles. C'est un point de départ qui est très riche pour nous. Et donc, dans ce cadre-là, c'est ce qui rend possible l'expérimentation, en fait. Parce que quand on s'est lancé dans ce programme avec Chance, on n'a pas dit on installe un truc pour les 10 prochaines années, ça va être normé, ça va fonctionner comme ça. C'est pas notre style. On s'est dit on va commencer avec 10 personnes, on essaye et on voit ce que ça donne. Et ensuite, on se nourrit de cette expérience-là pour prolonger, transformer, enfin, voilà, adapter. Donc, quand on est rentré dans le sujet, on a dit finalement c'est un moyen de plus pour que vous soyez propriétaire et responsable de votre parcours de carrière. Alors, on utilise parfois le franglais empowerment, mais enfin, c'est un des autres éléments avec le feedback. Donc, désolé, c'est toujours des mots anglais, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont deux éléments structurels, on va dire, de notre politique RH et de notre culture. On a comme valeur clé dans l'entreprise l'entrepreneuriat. Donc, ça rejoint ce que tu disais, Anne-Laure, tout à l'heure sur on ouvre des nouvelles business units, on teste une nouvelle façon de faire du business, de vendre différemment et la convivialité. Voilà, bon, bref. Donc, on est toujours dans un côté un peu effervescent et où tout est possible dès lors qu'on y met de l'énergie. Et donc, du coup, dans le discours RH ou dans la relation entre le RH, le manager et l'employé, il y a ça qui circule. Et donc, finalement, c'est est-ce que tu as envie de tester ce truc-là pour avoir les moyens, toi, d'entreprendre le parcours professionnel qui t'intéresse dans notre terrain de jeu. Donc ça, c'est trois éléments importants. La culture conversationnelle, le feedback comme un moyen constant de faire que chacun se sente bien, et puis l'empowerment de chacun, qui soit, encore une fois, collaborateur, manager ou RH, pour que finalement, l'entreprise dans laquelle on vit, elle nous ressemble et que notre métier nous ressemble.
c'est pas quelque chose de neuf, et Chance est venu outiller cette culture-là d'une façon adroite pour s'adresser à des gens qui ont entamé la conversation mais ont besoin de la nourrir pour l'accélérer. Et du coup, Judith, qu'est-ce que vous diriez comme condition de succès au démarrage d'un parcours comme Chance, que ce soit au niveau individuel ou au niveau d'un salarié Pernod ou d'autres entreprises? Quelles sont les conditions de succès pour que ça soit une réussite pour chacun? Je pense que je vais faire le lien avec ce que tu disais, Anne-Laure, au début, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la place en fait pour de la sincérité et donc la reconnaissance aussi de certaines vulnérabilités, c'est-à-dire que oui, l'organisation prend un risque en offrant cette chose-là, mais c'est un risque qu'elle trouve fructueux, c'est quelque chose qu'elle a envie de miser. De la même façon, pour le collaborateur, oui, il va s'ouvrir ou creuser, plonger, découvrir des choses qui peut-être vont le bouleverser ou le faire bouger. Mais tout ça, c'est fait en bonne intelligence et en protégeant les uns les autres par la conversation et la sincérité. Donc, je pense que vraiment, les conditions de succès, c'est de poser les bases contractuelles de la chose de façon très ouverte. Voilà ce qu'il y a à gagner, voilà ce qu'il y a à challenger ou à questionner. Et puis surtout que cette conversation ne soit pas juste une conversation initiale, mais qu'elle puisse perdurer au long du parcours pour se dire, voilà, j'avance, ça m'ouvre des horizons quand on est collaborateur et j'aimerais en parler avec toi en tant que représentant de l'organisation quand on est manager ou RH. Je pense que c'est vraiment critique de pouvoir se parler sincèrement. Donc, quand on est dans une culture de rétention très forte, où qu'on a, en tant qu'organisation, une grande angoisse de voir partir ses collaborateurs, il y a peut-être des choses à faire avant lancer le programme Chance pour se réassurer et du coup être vraiment aussi ouvert et disposé à lancer ce genre de programme. Et du point de vue du collaborateur, c'est toujours plus facile de rentrer dans un programme comme ça lorsqu'on se sent en confiance. Donc en fait, c'est toutes ces bases-là de sincérité, transparence et confiance qui sont critiques pour qu'on gagne le maximum à faire ce parcours. Et comment vous instaurez ce climat de confiance dont vous parlez? Alors, je n'ai pas de baguette magique, Anne-Laure, je ne sais pas si tu en as une. Non, mais c'est un climat global, mais je pense que insister et donner à voir qu'en fait, dans la vie professionnelle, même au sein de l'entreprise, on peut changer radicalement de métier, d'environnement et que c'est riche pour l'individu comme pour l'entreprise. Moi, je crois beaucoup à la force de l'exemple. Si dans votre organisation, vous n'avez jamais fait de changement de métier ou si vous n'avez pas de transfuge, entre guillemets, c'est beaucoup plus compliqué de rendre crédible un tel parcours. Maintenant, même si vous avez 2, 3 exemples, pourvu que ces gens soient prêts à parler, à témoigner de comment ça s'est passé, il n'y a aucune histoire qui se fait les yeux bandés et de façon totalement instinctive. Il y a des moments de doute, il y a des moments de conversation, de confrontation aussi. Mais si vous avez des récits des gens qui ont fait une transition professionnelle au sein de l'entreprise, c'est parfait en fait. C'est ça la base. C'est de prouver que ça peut exister. Et c'est aussi instaurer l'idée que le champ est possible, est ouvert dans une organisation comme la vôtre. Ouais. Et qu'il est bienvenu, hein. C'est pas qu'il est ouvert, c'est qu'il est bienvenu. Parce que je sais pas, forcément toutes les entreprises sont prises dans des contextes différents, mais nous on est dans un contexte de transformation perpétuelle, qui peut être d'ailleurs tout à fait fatigant et usant, mais qui oblige tout le monde à se questionner, changer ses pratiques professionnelles, s'interroger sur les compétences qui lui manquent ou qu'il veut acquérir. Et donc dans ce contexte-là, qui est un contexte business, qui n'a rien à voir avec nos souhaits individuels, qui est juste le changement de comportement de nos consommateurs, la façon dont on fait le métier, du coup, forcément, en miroir, on comprend bien et on en parle du fait que nos collaborateurs eux-mêmes se questionnent, veuillent travailler différemment. Et donc, tout ça, ça crée un contexte business, un contexte métier et donc un endroit propice pour l'individu comme l'organisation pour réfléchir au sujet. Et cette confiance-là, ce fait de commencer à croire que c'est possible, ces mobilités transversales, c'est probablement l'un des plus grands cadeaux du programme de Chance. Là, on commence à voir vraiment un retour d'expérience des participants engagés dans cette aventure. Et ils sont absolument unanimes pour témoigner du fait que, en fait, ils prennent de la hauteur et qu'ils posent un regard sur leur parcours. Ils prennent conscience du bagage de savoir-être, de savoir-faire qu'ils ont acquis. Et ça fait, et les discussions avec leur coach fait tomber aussi un certain nombre de barrières mentales, de croyances limitantes. Donc, une partie d'entre eux qui se croyaient finalement opérationnels que dans un seul type de métier, celui dont ils viennent,
découvre finalement tout ce qui est transférable dans d'autres univers. Donc, c'est une façon de regarder son bagage, de le valoriser, d'être capable de l'expliquer, donc de se mettre en position de convaincre demain un manager d'une autre fonction. Et donc, ce côté qui je suis, de quoi je suis déjà riche et comment je peux transférer ça dans d'autres contextes et dans d'autres univers, c'est vraiment quelque chose de très fort et qui, du coup, fait qu'on commence à s'autoriser à rêver, à imaginer pouvoir faire autre chose que ce qu'on fait déjà. Donc, c'est vraiment frappant et c'est très net. Et juste pour continuer sur la preuve et l'exemple, Anne-Laure, toi-même, tu travailles dans un autre métier avant de travailler à la RH. Donc, en tant que pilote et promoteur du programme, c'est d'autant plus facile et légitime finalement de dire, alors c'est pas je l'ai fait, vous pouvez le faire vous aussi, mais c'est en tout cas une empathie et une connaissance commune du cheminement et de l'énergie de l'investissement qu'il y a derrière ce genre de réflexion. Et on l'observe, nous, au quotidien, sur le type de profil qui font le parcours chance. Hein. On s'approche de 10 000 personnes qui ont fait le parcours chance à date, que ce soit au niveau d'un choix personnel ou bien d'un choix encouragé par une entreprise, hein, comme Pernod. Et le point commun qu'on peut donner entre ces 10 000 personnes, c'est une volonté de changement ou de rechoix, ou de se reposer les questions existentielles ou importantes sur sa vie professionnelle et garder le même cadre de travail et le même métier, mais avoir vraiment compris leur motivation, soit intrinsèque ou extrinsèque, dans la démarche de rechoix. Donc, c'est exactement ce que vous disiez, Judith, sur cette réflexion interne qui est faite et qui est propice à chacun, quel que soit son niveau. Et on voit beaucoup maintenant de personnes avec 10, 15 ans, voire 20 ans d'expérience qui démarrent le parcours chance pour justement cette raison qui est on n'est pas obligé d'avoir le même métier ou la même vie professionnelle toute sa vie. Et notamment des personnes de plus de 40 ans qui se posent des questions en ce moment sur peut-être qu'on a encore 20-25 ans, même carrément 25 ans de vie professionnelle devant nous. Donc, il faut voir quel ajustement on veut faire pour ces 25 prochaines années. Sur Judith, vous parliez de la transformation chez Pernod. Ce qui serait intéressant de comprendre, c'est d'avoir votre vision à toutes les deux sur le rôle de la fonction Talent Development dans le cadre d'une transformation. Comment vous concevez la transformation, le développement des carrières dans le cadre d'une transformation comme celle que vous avez chez Pernod? Alors, c'est une vaste question. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. La transformation, c'est un super terrain de jeu en fait pour les collaborateurs parce que c'est 1001 possibles qui s'ouvrent, c'est des nouvelles fonctions qui se créent, c'est des nouvelles activités, etc. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement exigeant et qui potentiellement peut être anxiogène parce qu'il y a des métiers qui, entre guillemets, s'éteignent ou des compétences qui deviennent obsolètes, des filières qui s'ouvrent, etc. Donc, c'est à la fois potentiellement riche de possibles, mais c'est aussi une espèce de pression à se réinventer, etc. Donc, il faut avoir conscience de ces deux facettes de la transformation. Et le talent management ou nos stratégies de développement, ça va justement être nous, ce qu'on considère, c'est que c'est vraiment les collaborateurs qui sont acteurs de leur parcours. Et qu'on ne va pas choisir à leur place où est-ce qu'ils vont aller demain ou comment se transformer. Donc, on est vraiment persuadé qu'une stratégie de développement, c'est quelque chose d'éminemment individuel et qu'on ne propose pas les mêmes stratégies de développement aux collaborateurs. En fait, ça dépend du niveau de performance du collaborateur. Parce que suivant que le collaborateur est en sous-performance ou en sur-performance, ça n'appelle pas les mêmes stratégies pour le soutenir. Ça nécessite de savoir aussi quelles sont les aspirations du collaborateur. Quelle est son aspiration profonde à évoluer, de quoi il a envie, quelle est l'énergie dont il est capable et a envie de mettre sur la table au moment dont on parle. Parce qu'en fait, suivant les moments de la vie, il y a des moments où on a envie d'accélérer, d'autres où on a envie qu'on vous lâche un petit peu la grappe. Donc, les aspirations du collaborateur et ce qu'ils peuvent y mettre en termes d'énergie, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et puis après, ça va être les préférences aussi d'apprentissage du collaborateur. Donc, une stratégie de développement, une stratégie de carrière, ça va vraiment être ça pour nous. Ça va être où est-ce qu'il en est en termes de performance, ce collaborateur ou cette collaboratrice, de quoi il ou elle a profondément envie et quel est le niveau d'énergie qu'il a envie d'y mettre à un instant T en fonction de son étape de vie. Et puis, quel est son style en fait, quelle est son agilité d'apprentissage, quelle est sa préférence pour être capable d'offrir des choses qui développent en dehors de la zone de confort, rentrer dans la zone d'apprentissage, mais sans mettre le collaborateur en situation d'échec ou de panique. Et ça, cet élastique, entre guillemets,
eh ben, c'est à deux qu'on identifie quelle est la juste expérience qui va venir stimuler un collaborateur, mais sans le mettre en situation d'échec, le mettre en situation de progresser. Peut-être en complément de ce que tu dis, Anne-Laure, parce que c'est exactement ce qu'on fait. Pour autant, ça ne nous est pas arrivé en claquant des doigts, donc ça demande aussi un effort, un challenge perpétuel. Oui, on a des collaborateurs qui aimeraient qu'on leur écrive leur parcours de carrière. Ils ont rejoint Pernod Ricard parce que c'est une entreprise familiale. Ils y sont parfois depuis plus de 10 ans et donc ils trouvent que on devrait leur dire dans 2 ans, je te propose tel poste. Et voilà. Donc, et c'est humain et c'est normal et c'est confort et ça fait partie de l'attachement qu'on peut avoir pour une entreprise que de se dire chouette, elle me nourrit, entre guillemets. C'est beaucoup comme ça qu'a fonctionné le groupe par le passé. Aujourd'hui, avec la quantité de personnes qu'on est et la variété des enjeux, en fait, ça devient tout à fait obsolète. Comme tu le disais, Anne-Laure, on ne peut plus faire un parcours marketing type, finance type. On considère que ça n'est pas la chose qui satisfait le plus les attentes de nos collaborateurs et que ce n'est certainement pas ce qui est le plus efficace pour l'organisation. Donc, une fois qu'on a fait ce constat-là, il faut qu'on arrive à faire bouger les gens dans leur comportement. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est un cheminement. On a encore des conversations avec des personnes en leur disant j'entends que tu aimerais qu'on arrive avec le cadeau qui est l'étape d'après, mais en fait, on ne peut pas savoir quel est le bon cadeau pour toi. Donc, est-ce que tu peux nous aider à choisir ensemble ce qui pourrait être la bonne étape et ça, c'est encore dans une logique cadeau, qui est déjà juste essayer de me préciser ce que tu aimerais avoir comme cadeau, parce que ça m'aiderait. Mais ensuite, il y a aussi la deuxième étape qui est de dire, je suis désolée, j'ai pas de cadeau en magasin qui ressemble au truc que tu aimerais à tout prix. Est-ce qu'on peut réouvrir la boîte et se dire, ok, voilà, qu'est-ce que tu connais de l'entreprise, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce que tu as vu faire, et comment tu te nourris, comment tu oui, ouvre ton champ de possible. Donc, il y a le champ de possible personnel, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on demande à l'individu et grosso modo à quel point on lui demande de se bouger les fesses lui-même pour observer ce qui se passe dans sa propre organisation et se dire ah tiens là ça m'intéresse. Après on lui demande pas d'avoir tout compris, mais au moins de nous dire là je vois un truc qui remue, j'irais bien voir est-ce que, et là du coup la conversation peut s'enclencher, est-ce qu'il manque des choses et on réfléchit à la compétence. Donc c'est rendu, enfin c'est accéléré par un contexte où comme on le disait, tout d'un coup on s'est typiquement équipé de nouvelles équipes digitales. Par exemple, sur le métier de la data, y a des gens en fait qui peuvent ne pas avoir 25 ans et sortir d'une école data digitale et être parfaitement pertinents dans ces métiers-là, mais ça a demandé à tout le monde un petit peu de réflexion sur ça serait possible de transférer ces compétences ici ou là, autant aux collaborateurs d'oser se lancer là-dedans et aux managers, parce que vous le savez bien, quand on change quelque chose, quand on crée un nouveau métier, on veut que ça marche tout de suite pour gagner en efficacité en termes de business. Donc, des fois, il n'y a pas la patience de faire des parcours intérieurs comme ça qui sont un peu plus lents nécessairement. Et donc, ça, c'est aussi un travail de conviction collective. Et on sait bien que, encore une fois, plus on accumule d'expériences de cette nature, plus on a de poids pour dire ah non, c'est bien d'aller chercher du talent sur étagère à l'extérieur, mais déjà, on est 200 000 boîtes à essayer de le faire. Donc, en fait, c'est un peu la guerre. Est-ce qu'on peut faire ça? Et en même temps, pour pondérer des équipes et avoir des équipes diverses et donc plus efficaces, on peut se faire ce mix de transition interne et apport externe. Mais c'est encore une fois une balance entre le risque que l'organisation est prête à prendre et le risque que le collaborateur est prêt à prendre. On joue tous quelque chose là-dedans. C'est ça qui est chouette aussi. Et c'est en ça que le parcours chance, il est assez précieux pour les collaborateurs, parce que quand on vise une mobilité à l'extérieur de la fonction qu'on a, ou des fonctions qu'on a occupées par le passé, on ne se sent pas très bien armé en fait pour pitcher pourquoi on est légitime là-dedans. On n'est pas forcément convaincu déjà soi-même de cette légitimité-là. Et puis après, il faut être capable de le faire à l'extérieur. Et là, ce dont témoignent nos participants, c'est qu'en fait, ça les prépare. Ils acquièrent une conviction intérieure parce que ça naît d'un travail d'introspection. Donc, en fait, il y a le pourquoi derrière. C'est je veux aller là, mais je suis capable d'expliquer pourquoi. Et j'ai des exemples à l'appui. Et j'ai déjà eu ces conversations avec mon coach. Et donc, d'avoir fait ce travail de faire décanter vraiment ce qui les anime, leurs forces, leurs faiblesses, ça leur permet ensuite de les porter à l'extérieur vis-à-vis de leurs responsables RH, vis-à-vis de potentiels managers. Donc, en fait, ça prépare des gens qui ne se sentaient pas préparés à être écoutés et légitimes à d'autres fonctions que celles qu'ils connaissent ou qu'ils fréquentent déjà. Donc ça c'est assez précieux et ça viendra nourrir justement cette acculturation de s'ouvrir à des mobilités transverses, etc.
Judith, je t'ai coupé, pardon. Non, c'est moi. En fait, on voit toujours la balance entre la partie introspection-réflexion et la partie être capable de discuter, d'argumenter, d'entrer en relation sur le sujet. Et c'est les deux éléments critiques pour notre culture d'entreprise. C'est que le travail d'introspection, rien ne peut exister sans, et la conviction personnelle, rien ne peut exister sans. Mais derrière, il faut aussi outiller la capacité à prendre la parole et à convaincre, en fait. Oui, c'est ce que vous décrivez là. Je reviens sur la méthode Chance. Ça correspond aux étapes du parcours où il y a une étape d'introspection, une étape d'exploration, une étape de validation. Et on a dans le déroulé du parcours une étape qui est le pitch où on doit expliquer notre projet une fois qu'il est robuste et motivant et réalisable. Et on doit l'expliquer de manière synthétique. On est formé à faire ça pour faire en sorte de convaincre un interlocuteur externe ou interne. Et c'est vraiment ça qui donne confiance et qui donne des ailes aux participants. Et d'ailleurs, nous, on a un indicateur qu'on suit. À l'issue du parcours, on suit le niveau de confiance en soi des uns et des autres. Et on remarque que non seulement le niveau de confiance est très, très élevé, et 90% des personnes, quel que soit leur parcours, quelles que soient leurs origines, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou pas, qui retrouvent confiance. Et donc ça, c'est un score énorme. Évidemment, il varie selon les types de population, mais on a une moyenne totale de 90% de retour de confiance en soi. Et il y a un deuxième score qui est important, c'est le fait d'avoir un projet clair à l'issue du parcours. Ça a l'air évident, mais ce n'est pas si évident que ça quand on voit parfois les incertitudes et les doutes des uns et des autres quand il s'agit d'imaginer un projet différent ou un projet légèrement différent, si ce n'est pas forcément un changement de métier, mais un changement d'environnement. Et donc là, on a un score de 96% de personnes qui estiment avoir un projet clair à l'issue du parcours. Et c'est là où ce que vous mettiez en avant sur l'importance de l'encouragement des RH et des entreprises dans ce genre de démarche, c'est qu'il y a des doutes évidemment, mais le résultat est là et les personnes qui font l'exercice de faire le parcours Chance se rendent compte qu'ils gagnent en confiance et en clarté, qui est un résultat qu'on observe très, très régulièrement. Sur la question de la transformation, est-ce que vous avez... on parlait tout à l'heure de l'esprit entrepreneurial de Pernod Ricard. Est-ce que l'idée même que la société soit en transformation, est-ce que c'est quelque chose d'où ça vient? Est-ce que vous aviez une culture entrepreneuriale dès l'origine et du coup, vous avez gardé ce mindset entrepreneurial, le fait de faire des tests et expérimentations depuis toujours? Je pense qu'effectivement, là, c'est ancré depuis les fondateurs, donc on persiste d'une certaine façon. Après, je pense que l'environnement nous oblige dans tous les cas à nous transformer. On n'aurait pas pratiqué avant, on serait moins agile, donc on est peut-être un peu plus entraîné que d'autres cultures d'entreprise. Après, je pense qu'il y a vraiment un lien avec notre business lui-même et la convivialité. Je pense qu'on a un fond de culture d'entreprise qui est qu'on veut s'amuser en fait. Donc, s'amuser, ça veut dire tester, essayer, et y compris à la RH, en fait, parce que des fois, on imagine la RH et la finance, c'est les deux métiers où on se dit, oh là là, ceux-là, ils sont sérieux, doivent pas rigoler souvent. Non, c'est pas vrai, en fait, on a envie de faire la même chose. Mais bien sûr, déjà, on rigole, mais ensuite, surtout, on a envie d'essayer et on a le droit d'essayer, c'est-à-dire d'une certaine façon, si on change de point de vue, c'est beaucoup plus prudent de tester que de se lancer à grande échelle. Donc, on a l'habitude et aussi on a acculturé du coup nos collaborateurs et nos parties prenantes RH ou managériales on essaye et puis vous nous donnez du feedback. Je reviens sur ce terme-là, c'est-à-dire les parties prenantes partagent leur feedback. Il y a plus d'intérêt que d'inconvénients, on continue en ajustant. C'est nul, on arrête quoi. Et c'est pas très grave. Et c'est pour ça qu'on ne s'est pas lancé avec 70 personnes. On a commencé avec un petit lot de personnes. Et surtout, et Anne-Laure, peut-être tu veux en dire un mot, on a pris le temps, là on est en train de clôturer le parcours, on a pris le temps de les écouter à la fois sur leur expérience, mais aussi sur leurs recommandations pour 2 prochaines personnes au sein de l'entreprise qui suivraient le programme. C'est que comme ça qu'on arrive à progresser intelligemment, c'est-à-dire au service d'eux, pas juste pour le plaisir, nous RH, d'avoir fait un truc RH qui claque, mais que ce soit utile aux gens qui participent. Alors, vous vouliez compléter sur la partie feedback, du coup, comment est-ce que tu l'as animé, tu vois, enfin le fait d'avoir... On a ce dialogue assez vivant et transparent avec les participants qui sont engagés dans cette aventure Chance et avec leur aide, du coup, on a pu identifier déjà quels sont les bénéfices ressentis par les participants et en quoi ça les outille, etc. Et à la fois
peut-être les petits coups de vis ou les ajustements pour déployer une seconde cohorte dans les meilleures conditions. Clairement, dans les enseignements sur les points de force de ce programme, ils nous ont tous parlé du cadeau que c'était, en tant que collaborateur, de pouvoir prendre du temps pour soi, sortir la tête du guidon et prendre un temps pour réfléchir à sa carrière et à ses aspirations. En fait, dans nos vies trépidantes, ils témoignaient tous du fait que ça, c'est un véritable cadeau, parce que s'ils n'avaient pas été, alors ils ont des termes, soit obligés, soit invités, autorisés à le faire, ils n'auraient jamais pris ce temps. Or, il a une valeur immense. Donc, ils témoignent de ce cadeau, d'avoir cet espace pour soi, secure en plus, c'est vraiment un espace protégé, confidentiel, etc. Ils témoignent, tu parlais de confiance, Carole, de la confiance en soi, que ça soutient. Alors, ils avaient des niveaux de confiance plus ou moins variables, mais en tout cas, tous témoignent, quel que soit le niveau dont ils partaient, d'à quel point c'est motivant, quelque part, de sentir de quoi on est déjà riche, de sentir des possibles qui s'ouvrent, de sentir la confiance de l'entreprise et les autorisations données pour inventer et co-créer avec l'entreprise un parcours qui leur ressemble. Donc, il y a vraiment il y a un fort niveau d'énergie au sein du groupe et un gros... on a entendu beaucoup de merci et puis beaucoup d'envie pour co-construire la suite. La prise en compte de tout ce qui est transférable, on le disait, donc il y a vraiment des barrières mentales qui tombent, il y a des options qui s'ouvrent. On se découvre capable de faire beaucoup plus de choses que ce qu'on se serait cru capable de faire a priori, et on se sent armé pour en parler. Donc ça, c'est très important et ce sera précieux en tant que RH pour nous ensuite pour aller les aider à concrétiser ces projets de carrière. Et dans les recommandations, dans les points de vigilance, il y a le temps que ça prend, en fait, parce que il faut avoir envie et être prêt et autorisé par son manager à y passer environ une demi-heure par jour ou pour ceux qui préfèrent travailler d'un bloc, l'équivalent d'une demi-journée par semaine. Donc, il y a ce facteur temps qui est important et l'ouverture au développement personnel aussi, parce que ça part d'un travail d'introspection. Donc, du coup, voilà, quelqu'un qui pense ne rien avoir à apprendre de plus sur lui-même ou elle-même n'est probablement pas un bon candidat pour ce programme. Il faut avoir envie de regarder en profondeur, de se faire bousculer, d'être accompagné en dehors de sa zone de confort. Donc, voilà, je dirais la dimension temps à ne pas sous-estimer et la dimension remise en cause, ouvert à la remise en cause, motivé pour ça. Bien sûr. Et puis, il y a une question de timing aussi, je pense. Il y a vraiment une question de timing. C'est que quand on fait chance, quand on propose chance, comme on le fait nous, dans la perspective d'accompagner les talents du groupe à imaginer leur suite chez nous, la question du timing, elle est vraiment importante parce que ça veut dire que c'est au moment où le collaborateur est encore engagé au sein du groupe, s'y projette, s'y sent bien, mais commence à s'interroger, ce sont à la fin d'un cycle, se pose des questions sur où porter ses pas demain. Donc, en fait, il faut saisir ce moment où les questions sont suffisamment présentes à l'esprit du consommateur pour qu'il ait envie d'y consacrer du temps et ressentir la chance que c'est que de pouvoir réfléchir à la suite de son parcours, mais pas trop tard non plus, parce que quelque part, s'il y a déjà comme une forme de désengagement, etc., on en vient trop tard. Et ça, je fais le lien avec ce que tu disais, Judith, que ça s'est rendu possible par une culture du dialogue, en fait. Il faut être capable d'identifier ce moment suffisamment tôt, suffisamment en amont, donc pas quand la situation est critique et que le collaborateur se sent dans une impasse ou quand le contrat de confiance est rompu avec la boîte, mais vraiment à ce moment où le collaborateur, il a encore beaucoup d'envie vis-à-vis du groupe. En revanche, il veut un petit peu d'aide sur je mets les dents dans quoi demain. Donc, et alors, on sait quel est ton métier précédent parce que tu n'as pas dit collaborateur, tu as dit consommateur. Tu venais donc du marketing, on le sait tous maintenant. Non, juste, je vois un commentaire dans le chat qui était sur, ou une question, je ne sais plus parce que je ne sais plus où regarder, mais où étaient que sont devenues en fait les personnes qui étaient dans cette première cohorte avec donc déjà des mobilités enclenchées, mais juste pour vous donner un élément qui est peut-être un peu anecdotique, mais qui vous montre comment est-ce qu'on passe du parcours individuel vers une action dans l'organisation. Finalement, c'est en ayant fait le listing de compétences, en ayant réussi à se déprendre d'une image du métier pour se reconcentrer sur la compétence et donc voir où ça pouvait être utile, et aussi se reconnecter à des aspirations plus profondes, que quelqu'un a tout simplement pu se dire en fait, moi, ce que j'aimais quand j'étais plus jeune, c'était les voyages, la découverte, la surprise. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais candidaté en dehors de France.
mais c'est des choses ultra simples. C'est-à-dire qu'en fait, elle regardait ce qu'il y avait comme poste ouvert en France. Tout d'un coup, elle s'est dit, mais mon Dieu, pourquoi je regarde pas dans le monde? Bon, donc du coup, c'est rien. Vous pouvez vous dire, ah, bah, d'accord, 3 mois pour arriver à ça. Mais en fait, c'est 3 mois pour revenir à des choses qui sont à la racine, enlever voilà, des choses dont on se rendait pas compte qu'elles étaient des écrans en fait, qui nous empêchaient d'étendre le terrain de jeu. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est tout simplement, encore une fois, par rapport à des postes qui existent, c'est-à-dire en fait, dans l'entreprise, on peut candidater si on en a envie. C'est tout d'un coup se dire, en fait, je ne vais pas regarder que les postes ouverts dans ma fonction, je vais peut-être chercher par mots-clés ou par compétences dans le moteur de recherche d'offres. Donc, c'est notre vie, notre façon de travailler chez Pernod Ricard avec voilà, un outil qui recense les offres ouvertes. Tout le monde ne fonctionne pas forcément de la même façon, mais c'est 2 exemples concrets où on se dit finalement, j'étends les choses que je regarde au sein de mon organisation. C'était pas très compliqué de le faire avant, c'est juste intérieurement quelque chose qu'on n'avait pas, qu'on s'était pas autorisé en fait. Donc même s'il n'y a pas un changement de métier effectif, au moins la recherche et l'ouverture se sont développées. Et je voulais revenir sur un truc que tu as exprimé, Anne-Laure, cette question de timing et d'anticipation. Nous, on a une expression pour signifier les situations dans les entreprises de personnes qui sont physiquement au bureau, mais dont le cœur est ailleurs. On appelle ça les gens qui sont en démission mentale. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ressentent ça hein, dans leur organisation. Le fait d'anticiper, c'est justement une manière d'éviter ce genre de situation de personnes qui ont, c'est déjà un peu tard, déjà la tête ailleurs. Et ça, cette question de timing que tu as évoquée, c'est vrai que c'est une question critique et essentielle dans la réussite du projet que vous avez abordé. Je voulais terminer. Alors, on a reçu une question du chat qui a été répondue. Je ne sais pas si Morgane, vous avez eu la réponse à votre question. N'hésitez pas à commenter si ce n'est pas le cas. Peut-être sur la partie quand même identification de la première cohorte, parce que tu as répondu sur le timing, Anne-Laure. On n'a pas forcément tout bien réussi sur l'identification de notre première cohorte, et c'est normal puisque ça fait partie de l'expérimentation. C'est ça qui nous rend plus forts pour identifier les prochains. Et hier, on avait une réunion avec nos correspondants RH pour justement leur partager les situations sur lesquelles en fait c'est pas la bonne réponse, ou les situations, les moments d'opportunité. Donc on a beaucoup passé de temps sur le timing. Et on a aussi passé beaucoup de temps sur l'intention, c'est-à-dire que nous, on lance ce programme en premier lieu pour soutenir des gens dont on considère qu'ils sont des talents et qu'on a envie de voir croître et grandir dans le groupe. On ne s'en sert à aucun moment pour préparer la sortie de quelqu'un. Et je pense qu'en fait, c'est un vrai truc qu'il faut décider. Ça pourrait être un programme fantastique pour de l'outplacement ou pour d'autres mécaniques, mais je pense qu'avoir 2 intentions aussi contradictoire lorsqu'on lance le programme, c'est se tirer une balle dans le pied. Donc, il vaut mieux choisir si on fait ça pour garder des gens dont on considère qu'ils ont donc du talent et qui sont intéressants pour l'entreprise, ou si on lance le programme Chance pour guider vers d'autres horizons professionnels des gens qu'on veut voir partir. Pour nous, c'était pas notre choix. Et encore une fois, tout le principe de la confiance découle de la clarté de l'intention, hein, de la capacité à la partager. Du coup, les autres usages, on les a en tête, mais on veut phaser la façon dont on utilise le dispositif Chance. Parce qu'effectivement, poursuivre 2 objectifs en même temps, ça risque de brouiller les messages. Mais Chance, par exemple, pourrait être un excellent dispositif aussi pour accompagner des moments clés ou des transitions de vie. Un collaborateur, une collaboratrice qui revient de congé parental, un accident qui peut complètement changer ce qu'on peut avoir envie ou être en capacité de faire. C'est potentiellement un dispositif qui pourrait venir en soutien de nos réflexions sur comment est-ce qu'on continue à proposer des parcours de carrière motivants à nos seniors, etc., etc. Donc, il y a 1001 usages possibles, mais en tout cas, on a fait le choix, pour les raisons qu'explique Judith, d'y aller en fait par étapes en ayant une seule intention claire pour cette phase de lancement et les premières années. Mais on a plein d'idées pour expérimenter plein d'autres trucs différents. Ça. Vous pouvez partager avec nous une idée ou deux? Non, mais c'est ce que disait Anne-Laure. On se dit typiquement, est-ce que quand on fait l'entretien de retour de congé parental, est-ce que c'est quelque chose qui est à droit à ce moment-là? Ce sera une deuxième piste qu'on pourra investiguer. On travaille beaucoup sur les plus de 50 ans chez nous, qui représentent 20% de nos effectifs. Est-ce que dans certains cas, et si oui, lesquels, et donc il faut y réfléchir, donc on a besoin de plus d'expérience, ça peut être quelque chose où on se dit, tiens, c'est une période où on a des doutes qu'on
qu'on ne vocalise pas toujours, parce que la société au sens, le monde dans lequel on vit, hein, je ne parle pas de Pernod Ricard, mais le monde dans lequel on vit ne nous renvoie pas une image de à 50 ans j'entreprends. Voilà, ou en tout cas, il y a plein de gens qui essaient de lutter pour que cette image arrive, mais en tout cas, elle n'est pas majoritaire aujourd'hui. Et donc, du coup, comme nous, on considère que entreprendre, c'est à n'importe quel âge, est-ce qu'on veut donner un coup de boost à certaines catégories d'âge qui sont sous-représentées dans des grands changements, par exemple? Mais tout ça, enfin, encore une fois, si vous nous lancez avec Anne-Laure, on peut tenir jusqu'au bout de la nuit avec plein de choses fantastiques qu'on aurait envie de faire, mais on essaie de séquencer pour apprendre et améliorer petit à petit, et encore une fois, avoir une clarté pour nous, mais du coup, qui nous permet de la même façon d'avoir une clarté pour nos parties prenantes, que ce soit les collaborateurs ou la sphère RH, doit aussi convaincre du bien fondé de ces initiatives. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé avec enthousiasme votre esprit entrepreneurial et la manière dont vous envisagez le développement des talents chez Pernod Ricard. Je pense que c'était très riche de feedback et d'idées pour notre audience. Nous vous retrouvons dans le replay qui va être disponible sur Livestorm. Merci à tous d'avoir écouté ce live. Et je vois qu'il y a une question qui arrive. Non, c'est des remerciements. Merci encore et à très vite. Merci beaucoup. Merci à vous tous et toutes.